On parle expatriation aujourd'hui, on en parle régulièrement sur notre antenne, mais pas tant sur l'aspect juridique que là sur l'aspect sociologique, pour savoir qu'une expatriation, c'est pas uniquement gérer sa carte sécu et la maison dans laquelle on va habiter, mais c'est aussi pouvoir s'immerger dans l'espace dans lequel on va s'installer. Et on va en parler alors avec deux experts. Ce sont des experts, mais ils l'ont vécu, j'allais dire, dans leur chair, pour nous expliquer peut-être et vous donner quelques tips, quelques conseils. Caroline Galliard, ravie de vous accueillir. Vous êtes partner chez Yourside. Alors, Yourside ne fait pas que l'expatriation, mais parmi vos clients, vous avez aussi un accompagnement des expatriés et de leurs familles dans les sites. Et peut-être vous nous parlerez des expatriés inversés, c'est que vous allez chercher des expatriés à l'étranger pour peut-être les faire revenir ici sur notre territoire. C'est bien cela, puisque vous l'aviez raconté la fois dernière. Jean-Claude Beaujour, ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat international en droit des affaires et vous avez un pied presque... J'ai été expatrié, oui, absolument. Mais un pied aux États-Unis, un pied en France. Ouais. En tout cas, merci à vous deux d'être là. D'abord, commençons par vous, par vos histoires, parce qu'après tout, on fait beaucoup de techniques. Vous êtes parti en Russie. Est-ce que la clé d'une expatriation réussie, c'est d'abord s'ouvrir vraiment avec sincérité, sans arrogance, puisque les Français ont quand même cette culture, ce savoir, la littérature, sans arrogance, s'ouvrir à la culture du pays dans lequel on s'installe? Ah oui, je crois que c'est vraiment la clé. En gros, on a deux options quand on arrive. Soit on reste tranquillement dans son coin, dans sa zone de confort, et tout va bien, c'est très rassurant. Soit on décide de se confronter à la culture du pays, à une forme d'adversité, hein, on peut le dire ainsi. Et là, bien sûr, on sort de sa zone de confort, c'est un peu insécurisant. Et là, en même temps, ça représente plein d'opportunités, plein d'occasions, finalement, de découvrir des choses nouvelles et de faire des choses nouvelles. Mais ça veut dire, je poserai la même question évidemment à Jean-Claude, mais ça veut dire partir à la découverte, au-delà de la culture traditionnelle des peintres et de la littérature, c'est comprendre comment marche le pays dans sa complexité. Sa sécu, sa vie politique, ses enjeux. C'est ça aussi, comprendre un pays. C'est ça, et c'est donc quelque part vivre un peu... Comme, voilà, moi quand je suis partie en Russie, pendant 15 ans, j'ai vécu à la russe. J'ai vécu un peu comme une russe, c'est-à-dire je faisais des choses que les Russes faisaient. J'allais au banya, le 19 janvier, je faisais le bain de la Théophanie, où on se plonge 3 fois d'affilée dans une eau gelée quand il fait moins 20 dehors. Cette fameuse image, pour se laver de ses péchés pour toute l'année. Et donc, chaque année, on le faisait. Et c'est important, quand on veut s'intégrer dans la communauté russe, d'arriver le 20 janvier et dire « j'ai fait la théophanie hier ». Et j'ai pas froid. Voilà, j'ai pas froid. C'est d'aller faire du patin à glace le dimanche, c'est d'aller faire du ski de fond, c'est d'aller au Bolchoï avec des Russes. C'est ça, en fait, vivre dans un pays. Aux États-Unis, alors, on a le sentiment que cette culture est plus proche de la culture russe, et j'en suis pas si sûr. Oui, il y a énormément de choses très différentes. Qui sont différentes parce qu'on a une histoire différente. On a, il y a des communautés. Il y a des communautés aux États-Unis. Une première chose sur votre question, je pense que lorsqu'on part à l'expatriation, on ne part pas simplement pour. C'est pas un morceau de français que l'on va reconstituer ou un morceau de France que l'on va reconstituer. On va s'ouvrir. C'est l'occasion de s'ouvrir, c'est l'occasion de s'enrichir de ce qui est différent. Donc, je partage ce qui vient d'être dit. C'est comprendre le pays, c'est ça peut être faire l'effort d'apprendre la langue, mais aussi de lire la littérature, de s'impliquer dans la vie locale. Vous savez, moi, j'ai fait associative. Locale, associative, organisation, les ONG, l'association de quartier, les voisins, aider les uns et les autres, parce que là encore, si vous vous ouvrez à l'autre, il va aussi s'ouvrir à vous et va vous faire découvrir des choses que vous ne maîtrisez pas. Et qu'est-ce que vous avez appris, vous, des États-Unis, quand vous êtes arrivé? Moi, j'ai commencé lorsque j'étais adolescent. Il y a des choses très différentes. Par exemple, à l'époque, il y a un bout de temps, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La colocation n'existait pas vraiment en France. Et donc, quand vous arrivez, que vous avez des colocataires ou des colocatrices, eh bien, on apprend à vivre avec des gens qu'on ne connaît pas, des jeunes qu'on ne connaît pas. Souvent, pour les jeunes Français, on disait attention. C'est très agréable. Ah oui, mais attention, un sourire ne veut pas dire un engagement à aller au-delà. Donc, ce sont des petites tous les clichés qu'on a sur les... Absolument. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Ça ne veut pas dire qu'il faut imaginer autre chose. Là, vous parlez de vous jeunes étudiants ou même adolescents, mais quand on parle business, parce que l'expatrié qui part, il part soit... Alors, je mets bien des parenthèses parce que les statuts d'expatrié sont de plus en plus rares, mais il part dans un pays étranger pour soit développer sa boîte, diriger une filiale, et globalement, on lui fait quand même comprendre qu'il a quand même un terrain de jeu à conquérir et qu'il n'est pas là uniquement
uniquement pour découvrir la vie politique et sociale. C'est utile pour le business aussi de jouer cette carte-là? Oui, c'est très utile, mais en réalité, par rapport à votre question, Arnaud, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'expatrié, lui, a priori, tout va bien se passer pour lui. Il va être accompagné, il va être préparé. C'est la famille. Il va être cocooné. En revanche, ce qui risque de rester un peu à la traîne, c'est effectivement la famille, le conjoint. Alors, je ne dis pas l'épouse, parce que maintenant, les choses sont plus équilibrées. Oui. Mais vous connaissez le principe happy life, happy wife. Bah oui, ça marche comme ça. Et si le conjoint n'est pas pris en compte, si le conjoint... Parce que souvent, moi, quand je suis partie en Russie, j'ai démissionné de mon job. Je suis arrivée là-bas... Vous avez annoncé à votre mari que vous démissionniez? Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire par là, c'est un enjeu fort. Je démissionne et tu vas venir avec moi. Voilà. Et quand je suis arrivée en Russie, je l'ai suivi, je suis arrivée, j'avais pas de boulot, je repars de zéro dans mon parcours professionnel. C'est à vous de prouver qu'il était possible de faire quelque chose. Et pour le coup, moi, rien n'a été prévu pour moi. Ce qui veut dire qu'effectivement, parce que je l'avais noté, quelle est la place du conjoint, quelle que soit sa forme, d'une part, et des enfants. Comment est-ce qu'on organise la vie de famille, l'école, dans quelle ville on va aller, comment stabiliser la famille, etc. Donc, vous disiez comment on peut organiser la vie de famille dans le cadre d'une expatriation qu'on veut comme réussie. Si on ne réussit pas sa vie privée, on ne réussit pas correctement son expatriation. Donc ça, c'est une première chose et c'est la raison pour laquelle réussir sa vie privée est fondamental si on veut réussir son expatriation. En creux, ça veut dire que l'épouse ou l'époux qui a suivi... Ou l'homme, ou le conjoint. Ou le conjoint, ou la conjointe, qu'importe. Celui qui, entre guillemets, n'est pas parti pour son emploi, mais a suivi son mari ou sa femme, lui doit aussi relever les manches et s'immerger, s'engager, pas rester à faire le ménage toute la journée. Absolument. Il faut qu'il ou elle soit heureux dans cette aventure. D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises, et notamment aussi l'administration française, je le dis, souvent essaient d'avoir ce qu'on appelle les doubles postes. On offre un poste à monsieur et puis un poste à madame parce que l'on sait bien que c'est aussi un frein à l'expatriation de ne pas pouvoir offrir une affectation au conjoint. Alors ça n'est pas facile en fonction des postes que l'on occupe, mais après il y a différentes façons de faire les choses. Certains de mes amis aux États-Unis, on en choisit pour soit recommencer les études, soit pour écrire un bouquin, soit pour avoir une activité. Et je connais même une expatriée qui est partie aux États-Unis. Elle est rentrée, mais elle a laissé monsieur qui a développé son business, mais ils sont toujours parfaitement ensemble. Mais vous sauriez, Jean-Claude, mais il y a quand même un enjeu aussi de risque de divorce. Si le mari va vite et vous dites oh oui, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même ça percute fortement la vie personnelle intime, parce que le mari ou la femme elle a la tête dans le guidon parce qu'elle a besoin d'apprendre la langue, de se faire du réseau. Enfin, c'est x5 dans un pays étranger. Et l'autre, il reste sur la touche à attendre le retour du compagnon ou de la femme. C'est exactement ça. L'expatrié, lui, est très occupé. Ah oui. Il voyage souvent. Il vit plein de choses, quoi. En Russie, par exemple, quand il voyageait, c'était pas un aller-retour sur une journée. Quand il partait à l'autre bout du pays, à Novosibirsk, en Sibérie, le voyage durait immédiatement 3 jours. Donc l'épouse, ce que j'ai connu, c'était plutôt des épouses qui restaient à la maison. Elle reste toute seule avec les enfants qui, eux aussi, ont. C'est la femme du pêcheur, quoi. Bah oui. Et donc c'est compliqué, Et donc ça a des incidences dans le couple. Bien sûr, ça percute l'équilibre familial. Ouais. Et il y a énormément de divorces, ça c'est certain. D'autant plus que, pour ce qui est de la Russie en tout cas, les femmes russes appréciaient beaucoup les expatriés. Non, mais c'est vrai. Et pourquoi les raisons financières? Le passeport. Et le passeport. Bon, ça a changé, mais à l'époque... Le sésame. Oui, bien sûr. Donc il fallait être vigilant les cocktails, pas trop de femmes russes, quoi. Les couples étaient malmenés, oui. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est pour cette raison que c'est au départ que ça se gère. C'est au départ qu'il faut y réfléchir, il faut avoir sa stratégie en tête, savoir ce que chacun... La durée de son départ aussi. La durée du séjour d'expatriation. Vous disiez vie privée... quel que soit le couple, quel que soit l'élément du couple, parce que ça aussi, ça a une incidence sur la stabilité du foyer, pour ne pas se sentir isolé, il faut imaginer ponctuellement de rentrer aussi en France pour retrouver ses racines, pour retrouver sa famille, pour retrouver les siens, et ne pas vivre un isolement, parce que psychologiquement, ça peut être difficile. Un mot, Caroline, sur les enfants, parce qu'on parle de l'épouse, du compagnon, et on voit que ça crée des turbulences, mais il faut que l'école soit sécurisée, parce que les enfants, eux, doivent rapidement, malgré tout, apprendre la langue. Eux aussi, ce sont des expats. Eux aussi doivent s'intégrer avec des copains d'école. Eux aussi... Pour ma part, j'ai fait le choix de mettre mes filles à la maternelle russe en arrivant. Tout de suite. Tout de suite. Donc pour qu'elles s'immergent dans la langue. Immerger immédiatement dans le bain de la culture russe, dans la langue. Ça veut dire une rentrée des classes en septembre. Au mois de décembre, elles parlaient russe toutes les deux. Mais c'était pas simple parce qu'en réalité, dans les maternelles russes,
les enfants ne boivent pas d'eau, ils boivent du thé. Mes filles ne buvaient pas de thé, donc elles finissaient la journée totalement déshydratées. Et je ne savais pas pourquoi au départ, parce qu'elle ne me le disait pas. Et un jour, ma fille m'a demandé de partir avec une bouteille d'eau, et je lui ai demandé pourquoi. Pas bête. Et là, elle m'a dit, parce que dans la journée, il ne me donne que du thé, et moi, j'en bois pas. Donc des petites choses comme ça, très bêtes, mais en réalité, ça a son importance. Mais vous Jean-Claude, excusez-moi, parce que là, on a compris que Caroline était revenue en France et que je pense que la Russie, c'est derrière vous. Mais dans votre relation avec ce pays et les États-Unis, on voit l'amour que vous portez aux États-Unis. Vous êtes déchiré en permanence entre ces deux pays? Alors, moi je suis pas déchiré. J'ai des enfants qui ont continué. Vous voyez, de réflexes qu'on avait. Je me souviens, pour être finalement, pour ne pas vivre, il faut rester français et ne pas vivre en français. Il faut aussi se mettre dans le bain. Et je me souviens de mon fils qui allait à l'université, il y avait plusieurs heures de route, et il me demandait si je partais le conduire à l'université en voiture, 5 heures aller, 5 heures retour. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, tu feras comme tous les jeunes Américains, je ferai comme tout jeune père américain, je vais t'emmener à la station Greyhound, et puis tu vas prendre ton baluchon, tu vas y aller, machin, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et il a fait donc le bus, il a fait quoi, le train Il a fait le bus, il m'a expliqué que c'était un peu galère, parce qu'aux États-Unis, les transports en commun sont parfois galères, mais finalement, avec le recul, il me dit, c'est génial, parce que j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas rencontrés si j'étais confortablement en voiture. Et nous efforcions d'aller aux rentrées universitaires, les fameux freshmen, il y avait des fêtes. Voilà, c'est un moment convivial, et puis les jeunes s'installent, etc., etc. Donc oui, les remises de diplômes, voilà, et puis les gamins étaient tellement heureux dans la rue, les félicitations parce qu'on est diplômé. Ce qu'on n'a pas en France, il y a des remises de diplômes, mais c'est pas aussi fort. Ce qu'on n'a pas. Donc c'est vraiment, moi je n'imagine pas, et quel que soit le pays, parce que j'ai aussi vécu dans d'autres pays autres que les États-Unis, c'est pas pour, on vient là pour connaître et pour s'enrichir de l'autre. Mais côté Yourside, un recruteur, vous allez jusqu'à dire à la personne que vous avez en face de vous, qui cherche un accompagnement, est-ce que votre couple est stable? C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une question préalable. Il y a quand même une vérification du couple quand même, parce que sinon le monsieur va dans le mur ou la femme va dans le mur. On ne va pas poser la question comme ça. de cette façon-là, pas aussi explicitement, parce qu'on n'a pas le droit de poser bien sûr, des questions privées. Mais évidemment qu'on va quand même un minimum tenter de s'assurer que l'infrastructure déjà va suivre, et puis qu'il y a un relatif équilibre. Et puis des gens vous posent le candidat vous demande, vous sentez tout de suite les choses. Le candidat va vous demander est-ce que vous pensez que son conjoint ou sa conjointe peut trouver un emploi, la grandeur de l'appartement, donc sans entrer dans l'intimité. Mais vous avez un profil, c'est pas la même chose quand on est tout seul, c'est 2-3 pièces, quand on a une grande famille. On reste ou on reste pas quand on est expat, ce qui est une question un peu débile, mais quand on est expat, on sait qu'on va rester 3 ans en poste ou 5 ans, on revient. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, moi écoute, je me sens tellement bien dans ce pays que je reviens pas? Oui, il y a des gens qui restent. Alors, ce qu'ils font, c'est que, comme en général, le contrat expatrié, vous le dites très justement, à une période limitée, dans ces cas-là, les personnes passent en contrat local. Parce qu'il y a quelques conséquences, évidemment, sur le plan financier, sur le plan logistique. Mais ils aiment tellement qu'ils acceptent. Voilà, exactement. Mais, il y en a beaucoup. Mais je voudrais quand même préciser, je rappelle que lorsqu'on est étranger, on n'est jamais qu'étranger chez l'autre. Et que pour une raison ou pour une autre, à tout moment, on peut vous demander de rentrer en France. Et nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Bien vivre son expatriation ou le fait d'être étranger à l'étranger, c'est de toujours avoir le plan B et d'anticiper, par exemple, les questions de retraite. Moi, je travaille beaucoup avec les Français qui vivent à l'étranger. Il y a aussi un peu de pauvreté dans certains pays parce qu'on n'a pas anticipé, on n'a pas prévu. Et il y a des pays pour lesquels, une fois que vous avez perdu votre emploi, on vous dit on est désolé pour vous, mais rentrez chez vous. Le fameux plan B dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et la préparation du retour dont on parle aussi. Toujours penser au retour. Merci Caroline Galliard, partenaire chez Yourside, entre autres en charge des sujets d'expat, mais aussi plus largement du recrutement. Merci. Et merci à Jean-Claude Bloujour, vous l'aurez compris, avocat international qui est un peu les deux, mais qui est surtout très français. Avec un seul passeport. Avec un seul passeport. Non, mais c'est important de savoir, parce que vous êtes tellement attaché à ce pays qu'un seul passeport, mais un amour pour ce pays. Les États-Unis, avocat international en droit des affaires. Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir fait partager vos expériences personnelles. Merci à vous deux. Merci. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité.